Je vous propose de commencer. Je vais introduire. Je suis Margot Chavanne du réseau Compost Citoyen PACA. Je suis ici avec Florian Nouvel, administrateur du réseau Compost Citoyen National. Donc, bienvenue à ce webinaire co-organisé par le réseau Compost Citoyen PACA en collaboration avec la SCOP Jandéo, qui est située dans les Hautes-Alpes. Donc, ce webinaire est à destination des nouveaux élus, mais bien sûr tout à fait adapté aux anciens élus ou au personnel technique des collectivités. Donc, ce webinaire s'inscrit dans notre plan d'action soutenu par l'ADEME et la région Sud, dans l'axe d'accompagner les collectivités du territoire dans la pratique du compostage de proximité. La pratique du compostage de proximité, ça inclut aussi la prévention. Donc on part de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri à la source des biodéchets et jusqu'à la valorisation et l'utilisation locale du compost. Donc le RCC PACA, nous menons des actions de sensibilisation, de formation et de valorisation des actions du territoire. Et nous sommes donc un réseau régional qui fait partie d'un réseau national. Tout le territoire métropolitain est couvert par un réseau compost citoyen. Donc, si ce n'est pas déjà fait, et si vous ne faites pas partie de la région sud, je vous invite à vous rapprocher de votre réseau compost citoyen local. Parce qu'on a pas mal d'élus ou d'agents de collectivités qui ne sont pas de la région aujourd'hui. On est vraiment très content de ce rayonnement national. J'en profite pour faire un petit instant promo. Je vous invite vivement à adhérer, idéalement en tant que collectivité ou sinon en tant que particulier. Je vais vous envoyer le lien sur le chat. Sinon, je vous invite à adhérer à notre newsletter, pardon, à vous inscrire à notre newsletter et sinon à nous soutenir via notre campagne de crowdfunding. Donc, vous recevrez les trois liens sur le chat. Je laisse tout de suite la main à Sylvain de la SCOP Jandéo qui va vous présenter la stratégie mise en place sur son territoire et les outils qu'il a utilisés. Mais avant, quelques petits points techniques. Est-ce que vous pouvez tous couper vos micros et vos caméras, sauf si vous prenez la parole pour intervenir? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main pour poser une question. Il y a une session de questions-réponses, pardon, qui est prévue à la fin. Et le webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, laissez votre caméra éteinte. Et enfin, vous recevrez le support et le replay à l'issue du webinaire. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Voilà, bah Sylvain, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Je vais partager mon écran là pour hop, commencer le séminaire. Voici. Le diaporama, il sera envoyé à tous les participants. Et donc là, le webinaire dure 1 heure et je vous invite à intervenir, à lever la main. Donc, c'est Margot qui fera qui vous donnera la parole, mais vous pouvez me couper à tout moment pour ajouter des éléments ou poser des questions. Donc, on va commencer par un petit tour de table. Alors, vu qu'on est assez nombreux, on va pas, on va pas faire un tour de table classique où tout le monde se donne la parole. Je vais commencer par présenter notre structure qui est une coopérative. On est basé à Guillestre dans les Hautes-Alpes et donc on s'appelle Jandéo. Et depuis une dizaine d'années, on a accompagné les collectivités du département pour la mise en place du tri à la source des déchets alimentaires. On a aussi un autre champ d'action qui est l'assainissement écologique. Et donc là, aujourd'hui, on se centre sur les déchets alimentaires. Et donc, on a un retour d'expérience assez important sur le déploiement des dispositifs sur des territoires qui sont des territoires ruraux avec une composante touristique importante. Donc, le webinaire, il va se centrer sur ce type de territoire. Ça va couvrir un panel de territoires qui part du territoire vraiment rural avec des petites villes-centres,
jusqu'à des territoires avec des villes pouvant aller jusqu'à 50 000 habitants, on va dire. Mais après, les politiques qu'on a déployées, elles sont quand même pas très adaptées à des métropoles. Donc aujourd'hui, autour de la table, nous avons 11 communautés de communes qui ont la compétence des déchets, dont 7 en région PACA. Et sur ces EPCI, là, on a la particularité d'avoir 2 territoires qui ont mis en place la tarification incitative, la communauté de communes du Guiers 3 et le SMD 3, donc c'est en Dordogne. Et il y a 5 communautés de communes qui ont mis en place la redevance spéciale, donc qui est à destination des professionnels. En plus de ça, donc on a 21 personnes qui se sont inscrites, qui représentent des communes, un représentant de la région Sud, Réseau Compost Citoyen PACA Île-de-France et une association. Et comme profil, il y a à la fois des élus et des techniciens. À l'inscription, on vous a posé une question pour connaître votre niveau de connaissance sur la gestion des biodéchets, qui allait de 1 à 4, donc 1 étant le niveau aucune connaissance et 4 très bonne maîtrise du sujet. Et donc là, on a 19 personnes qui ont répondu niveau 2, 18 niveau 3 et 4 au niveau 4. Donc, il y a quand même autour de la table une bonne connaissance du sujet. Et du coup, on va un peu passer un peu rapidement sur les généralités et s'attacher vraiment à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sur mon territoire, comment je mets en place le tri à la source. Encore une fois, vous me coupez pour des questions à tout moment, il n'y a pas de problème. Donc, on attaque sur les généralités. Les biodéchets regroupent les déchets alimentaires et les déchets verts. Donc, les déchets verts, ils sont principalement collectés en déchetterie et ils résultent de l'entretien des parcs et jardins, ce qui va être branchage, tonte, etc. Et les déchets alimentaires, ben, le nom décrit bien ce que c'est. Donc, en région PACA, on a l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire. Donc, c'est une structure qui émane de la région et qui nous donne, qui fait des études régulières avec tous les EPCI et qui nous donne un peu des chiffres. En région PACA, on a 27% de biodéchets en moyenne dans les OMR. Euh, si on regarde, les quantités d'OMR produites et les quantités de biodéchets collectés dans les dispositifs de tri à la source, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de biodéchets dans les OMR que dans les dispositifs de tri. Et selon les territoires, ça peut être le cas aussi pour les emballages, voire pour le verre. On peut donner l'exemple de la communauté de communes du Guiers 3-Queyras en 2024 qui a collecté 100 tonnes de biodéchets. Et si on fait le ratio quantité d'OMR fois 27%, on en a à peu près 700 tonnes dans les OMR. Donc les 100 tonnes de biodéchets, c'est sur la collecte. Il y a aussi d'autres dispositifs qui ont détourné des biodéchets. Mais sur une collectivité qui a un dispositif très bien déployé, très avancé, on voit quand même qu'il reste beaucoup de biodéchets dans les OMR. Donc l'enjeu est toujours très important. Et donc, si on fait un peu le ratio de combien ça coûte les biodéchets dans les OMR, on est à 35 € par habitant et par an. Donc, en fait, il faut bien avoir conscience que les collectivités payent déjà les biodéchets via la filière OMR. Les gisements proviennent à 80% des ménages et à 20% des professionnels. Donc, les ménages, le gisement, il se caractérise par un gisement très important mais difficile à mobiliser. Il faut rentrer dans tous les foyers pour mettre en place un dispositif de tri. Et le citoyen n'a pas d'obligation réglementaire directement de la part de l'État pour trier ses biodéchets.
l'obligation de tri à la source, elle pèse sur les collectivités qui doivent mettre en place un dispositif. Les professionnels, c'est un gisement important aussi, donc on parle de 20% des déchets ménagers assimilés. Et c'est un gisement facilement mobilisable parce qu'on va traiter avec des établissements qui ont un gisement important, qui ont un geste de tri à mettre en place pour détourner une grosse quantité de biodéchets. Et les professionnels ont une obligation réglementaire, donc c'est à eux de mettre en place le tri au sein de leur établissement. Et on n'oublie pas les collectivités qui sont producteurs de biodéchets. Donc les communes, il y a de la restauration communale, il y a les cimetières, il y a les espaces verts, il y a les voiries. Donc il y a quand même, il faut toujours considérer les collectivités territoriales en tant qu'établissement producteur de biodéchets. Et donc à ce titre, l'obligation réglementaire pèse aussi sur les collectivités. Et il y a aussi un devoir d'exemplarité. La collectivité doit quand même montrer l'exemple pour entraîner tout son territoire. La particularité du biodéchet, si on compare aux autres déchets, les emballages, le verre, c'est que les biodéchets sont biodégradables, donc on peut les traiter à la maison, c'est très facile, il n'y a pas besoin d'une technologie importante comme on peut voir dans les centres de tri par exemple. Donc, on peut en fait les traiter à l'échelle de la collectivité territoriale, mettre en place des petites plateformes. Là, on a en photo des petits exemples de tas de compost qui sont faits de façon très artisanale, mais qui produisent un compost utilisable. Et donc, l'autre particularité du biodéchet, c'est que donc, on produit du compost avec et les terres ont besoin de compost. Donc, la valorisation, elle peut se faire aussi à l'échelle très locale, voire à l'échelle de la collectivité. Les producteurs peuvent récupérer le compost, l'utiliser dans leur jardin et les agriculteurs en ont besoin. Euh, il faut quand même, donc ça on y reviendra plusieurs fois au cours de la présentation, il faut quand même être très vigilant sur le fait de produire un compost de qualité pour pouvoir le valoriser. On a eu quelques exemples de compost un peu pollués par des plastiques notamment. Et là, en fait, on se retrouve finalement avec un déchet parce que personne n'en veut. Donc, il y a une démarche qualité à mettre en place pour pouvoir valoriser son compost facilement. Du point de vue de la réglementation, là, on va passer très vite. On vous enverra le diaporama en plus. Il y a des lois nationales qui ont, qui ont posé l'obligation du tri à la source des déchets alimentaires. Et donc, cette obligation, depuis le 31 janvier 2023, elle est devenue effective pour tous les producteurs. Donc, les collectivités territoriales doivent mettre en place un dispositif pour desservir tous les habitants. Et les gros producteurs doivent s'organiser, donc soit via le dispositif de la collectivité, soit en prestation extérieure, euh, pour, euh, pour trier leurs déchets alimentaires. Du point de vue des particuliers, il y a un arrêté qui encadre le compostage de proximité. Et dès qu'on passe à de la collecte, pour faire une micro-plateforme de compostage, il y a un agrément sanitaire obligatoire qui s'obtient auprès de la DDETSPP, donc anciennement ce qu'on appelle les services vétérinaires. Les biodéchets collectés sont des SPAN C3, donc c'est des sous-produits animaux de catégorie 3. Donc il y a une réglementation quand même importante pour éviter les risques sanitaires. Du point de vue des gros producteurs, là, on veut insister un peu là-dessus. Tout ce qui est restauration, il y a donc la réglementation HACCP qui vise à éviter les contaminations en cuisine. Et donc, il y a des contrôles des services vétérinaires réguliers auprès des restaurants pour s'assurer que les réglementations sont respectées.
Là, on insiste bien, nous en tout cas dans le 05, la DDE-TSPP est favorable au tri des déchets alimentaires. Donc on a souvent dans nos interventions des échanges avec des restaurateurs qui peuvent être un peu réticents et qui nous disent les services vétérinaires ne voudront jamais. Il y a une procédure à mettre en place et nous, l'échange qu'on a eu avec la DDE-TSPP, ils nous ont dit bah, on rajoute une poubelle et on trie les biodéchets. En fait, il y a rien de compliqué, c'est autorisé. Il y a une petite image là qui est un guide des bonnes pratiques concernant la gestion des biodéchets en restauration qui a été édité par l'ADEME, où là, toutes les procédures sont détaillées pour les restaurateurs. Donc, en résumé, les biodéchets, eh ben, il faut mettre en place le tri pour respecter la réglementation, pour préserver notre environnement parce qu'on les sort des filières ordures ménagères qui sont l'enfouissement ou l'incinération principalement. Il y a un enjeu de maîtrise des coûts qui est en fait le coût des ordures ménagères résiduelles, il n'est pas maîtrisé par les collectivités. C'est toujours de la prestation pour l'enfouissement ou l'incinération. Et il y a des taxes qui augmentent sur ces filières. Donc on sait que les ordures ménagères, le coût ne peut que augmenter. Pour un tri à la source des biodéchets déployés localement, les coûts sont maîtrisés par la collectivité. Donc, on sait qu'à un moment, les coûts vont se rejoindre et on aura des biodéchets qui seront certainement à un coût inférieur aux OMR. Et puis, dernier point, bah, on a besoin de compost. Donc, les MAFOR, qui sont les matières fertilisantes d'origine résiduaire, qui comprend donc tous les composts issus de biodéchets et des filières d'assainissement, sont considérés et nécessaires pour fertiliser les terres. Donc ça, c'est un argument fort. J'en profite pour vous inviter à la journée technique du réseau Compost Citoyen qui sera organisée le 19 mai, donc la semaine prochaine à Ancelles dans les Hautes-Alpes, où en fait cette journée va s'attacher à faire le lien entre le monde agricole et les gros producteurs de biodéchets pour vraiment montrer l'importance de trier, de faire du compost pour arriver pour le valoriser dans les terres agricoles. Voilà, j'en ai fini avec les généralités qui sont donc des points, je pense que dont tout le monde avait un peu connaissance. Et donc là maintenant, on... Pardon, oui, Sylvain, je oui, te coupe. Il y a Denis qui demande qu'est-ce qu'on appelle un gros producteur, à partir de quelle quantité oui. par rapport à ta... Alors, Ah, si, c'est tu bon? nous en... Oui. Ouais, ouais, c'est bon. Donc, en fait, il y a eu la loi, elle a abaissé le seuil des gros producteurs progressivement pour donner à chacun le temps de s'organiser. Et aujourd'hui, en fait, les gros producteurs sont tous les professionnels qui produisent des biodéchets. Et donc, c'est l'obligation réglementaire pèse sur le professionnel. Du moment où on est une entreprise productrice de biodéchets, on doit valoriser ces biodéchets. Alors là, par contre, sur des territoires comme, comme les nôtres qui sont ruraux, la, la collectivité, via son service déchets, va assimiler en fait les gros producteurs et donc leur donner la possibilité d'emmener leurs déchets dans le dispositif de la collectivité. Euh, Parce que en fait, tout simplement, il n'y a pas d'offre privée sur les territoires très ruraux et les coûts seraient exorbitants pour des petits producteurs, petits gros producteurs, on va dire, de passer par des privés. Donc, en fait, nous, on encourage les collectivités à définir un peu en interne un seuil
de producteurs qui vont être vraiment des très gros producteurs et qui vont être exclus du service public euh, de par la nature ou la quantité de déchets qu'ils produisent. Et là, on peut faire une comparaison avec d'autres filières qui peuvent être, par exemple, des déchets dangereux liés, par exemple, au garage automobile. Bah, les garages automobiles, ils ont des filières en direct avec des prestataires privés pour collecter leurs huiles, leurs pneus, etc. Les industries qui font un peu de chimie, bah, ils ont des prestataires qui viennent collecter leurs solvants directement. Les gros producteurs de biodéchets qui ont des quantités très importantes, bah, on va les inviter à se rapprocher d'un privé si la collectivité ne peut pas supporter leur quantité de déchets. J'espère Et avoir répondu à la il y avait question. une deuxième question de Marie du CIFDOM sur les problèmes de retrait du tri des biodéchets en restauration scolaire suite à un passage des services de l'hygiène. Mais je ne sais pas si on peut aborder ça maintenant. Je voudrais qu'on avance et éventuellement on en parle à la fin. D'accord, Marie? Je le Alors, on note et on en peut, parle à la fin. et là, encore une fois, je vous renvoie vers ce guide des bonnes pratiques là, dont l'image figure sur cette diapo. Là, les procédures sont détaillées. Euh, donc, le CIDEVOM, il me semble que c'est le 04. Nous, on a contacté la DDETSPP du 05 qui nous ont dit, nous, on se fie à ce guide et si les pratiques sont respectées, les pratiques du guide sont respectées, on va, on on n'empêchera pas le tri des biodéchets. Je vous ai mis le lien dans le chat. Est-ce qu'on est bien avec les questions? C'est bon, on peut continuer. Merci. Donc là, on va vous détailler un peu comment le tri des biodéchets a été mis en place sur les collectivités du 05. Encore une fois, qui sont des collectivités rurales très touristiques, donc avec quand même des pratiques de ruralité, hein, de gestion des déchets alimentaires et des zones très touristiques, notamment des stations de ski qui peuvent regrouper, correspondre à des petites villes de 20, 30, 40 000 habitants. Donc là, pour déployer sa stratégie, il y a une phase d'étude qui va correspondre bah, en fait, à tous les points qui sont listés ici. Donc, on va commencer par essayer de bien comprendre son territoire, comprendre les solutions de tri à la source qui sont à notre disposition, et ensuite les répartir sur le territoire avec des points de vigilance importants tout au long de cette étude. Euh, pour les territoires qui n'ont pas du tout démarré la mise en place du tri à la source, bah, pour l'étude, c'est quand même intéressant de se faire accompagner par des structures, notamment des structures du réseau Compost Citoyen. Et pour le déploiement, c'est pareil, jusqu'à ce que vos services soient autonomes. En fait, il y a quand même, en tout cas en région PACA, mais à l'échelle nationale aussi, beaucoup de structures réparties sur le territoire qui vont pouvoir vous apporter une expertise et former vos équipes jusqu'à une autonomie du service déchets. Donc, la première étape va être de bien localiser les gisements sur votre territoire, de bien comprendre de quelle origine viennent les gisements. Donc, là, on a des images qui sortent d'une étude réalisée sur la communauté de communes du Champsaur-Val-Gaudemar. On s'est attaché d'abord à comprendre dans les biodéchets quelle est la part apportée par les ménages, quelle est la part apportée par les gros producteurs. Donc pour ça, en fait, il y a des données, donc il y a des données INSEE sur les populations.
Et il y a des données ADEME qui nous donnent des ratios de production de biodéchets. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. 165 kg de biodéchets par foyer et par an. Pour les grandes et moyennes surfaces, 20 kg de biodéchets par mètre carré et par an. En restauration collective, 143 grammes par repas. Donc ça, c'est des ratios qui méritent d'être affinés localement, notamment la restauration collective. Selon les actions de réduction du gaspillage qui ont été mises en place, on peut descendre en dessous de 50 grammes par repas. Mais ça nous donne un peu des indications. Donc on connaît notre population, on connaît le nombre de foyers via les données INSEE, on multiplie par 165, on sait quel gisement de biodéchets on va pouvoir capter auprès des habitants permanents. On connaît le listing de tous nos professionnels producteurs de biodéchets, on a les ratios, on sait qu'on va pouvoir capter tant de biodéchets en provenance des professionnels. Et ensuite, on va pouvoir localiser tous ces gisements sur une carte. Et donc tout ça, ça va nous aider à prioriser un peu les actions pour un peu aller là où on a vraiment un potentiel de biodéchets à capter facilement. Et ensuite, donc l'objectif étant de déployer sur tout le territoire. On commence par les zones où on a vraiment du potentiel et puis on essaye vraiment de couvrir tout le territoire. Sur nos territoires qui sont très touristiques, on va aussi essayer de distinguer la part qui provient des habitants permanents et la part qui provient du tourisme. Donc, on a les populations permanentes, les populations DGF, on a des données qui proviennent des offices de tourisme, donc les nuitées, etc. On va reprendre notre ratio ADEME de 165 kg par foyer et par an, qu'on va croiser avec le taux de fréquentation. Donc, on sait que il y a, par exemple, 6 semaines en été, 10 semaines en hiver de fréquentation maximale. Donc, on sait que on peut multiplier en fait le 165 par 6 plus 10, 16 semaines par an. Donc, ça nous fait un petit ratio. Et on sait combien les touristes vont produire de biodéchets. Et encore une fois, on va les localiser. Donc là, l'étude que nous, on a fait sur le champ de Sorval-Godemar, elle aboutit par exemple au graphique qu'on a en bas à droite. On sait que sur 8 communes, on a 71% du gisement. On sait que le total des gisements habitants, on en a 69% sur les 9 communes qui ont plus de 400 habitants, ce qui est facile à comprendre. On sait que 77% du total de la part tourisme est répartie sur les communes qui ont les stations. Donc là, on sait en fait à quel moment on va mettre des actions, à quel endroit, etc. Ça nous donne une connaissance fine du territoire pour pouvoir dimensionner toutes les actions. N'hésitez pas à me couper, hein, parce que moi, je vois le diaporama, donc il ne faut pas hésiter. Donc, on a un tableau en bas à gauche qui nous dit qu'on a un certain tonnage sur les ménages, un certain tonnage sur les établissements. Et ça va aussi nous permettre de prioriser les actions, sachant que si on revient à ce qu'on disait en première partie, on a un gisement qui est facile à capter sur les établissements et plus compliqué sur les ménages. La deuxième étape, ça va être de caractériser le territoire. Donc, on va dire, nous, sur notre territoire, donc là, on a mis un exemple. On découpe notre territoire en 4 zones d'habitat différents. Donc, on va dire, zone 1, c'est un habitat peu dense habité à l'année. Zone 2, centre-bourg habité à l'année. Zone 3, habitat permanent avec des gros producteurs. Zone 4, habitat touristique dense. Donc là, on sait que notre territoire se caractérise au regard des biodéchets par 4 zones. Et on prend les cartes et on va dire, ce secteur, il est en zone 1, ce secteur, il est en zone 4, etc. Donc là, on a une connaissance
de notre territoire à laquelle on a appliqué des zones. Et sur ces zones, eh ben, on sait qu'on va aller chercher un gisement qu'on a vu sur la diapo précédente. Le tri à la source des biodéchets, donc là, on est sur la gestion de proximité, donc qui est la caractéristique en fait du réseau compost citoyen et qui exclut les collectes en bac ou en colonne. Donc, on a 3 solutions pour le tri à la source des biodéchets. Alors, petite alerte en amont, on n'oublie pas la réduction du gaspillage alimentaire et la gestion raisonnée des espaces verts, parce que le potentiel d'évitement, en fait, il est important à ce niveau-là. On voit que, notamment au niveau des établissements, dès qu'on met en place une politique de réduction du gaspillage alimentaire, on peut vraiment baisser de façon importante la quantité de biodéchets produites. Une fois qu'on a dit ça, on dispose de 3 solutions. Donc, la solution qu'on appelle la gestion domestique, là, on a des illustrations en photo. La gestion domestique, c'est le composteur que je vais mettre dans mon jardin. C'est aussi le tas de compost, c'est aussi le poulailler. C'est tout ce qu'on fait à la maison pour traiter soi-même ses déchets alimentaires. Et c'est aussi le site de compostage qu'on va mettre dans un établissement. Donc la gestion domestique, c'est une fois que c'est mis en place, que les gestes sont maîtrisés, c'est un dispositif où la collectivité intervient peu. Mais attention, pour que ça fonctionne, il y a quand même une intervention assurée par la collectivité qu'on verra par la suite. Ensuite, donc on a les sites de compostage partagés. Donc là, on a une belle photo. Nous, sur notre territoire, on les déploie en 3 bacs. Donc, il y a un bac d'apport où les citoyens et les producteurs de la zone apportent leurs biodéchets. Au milieu, il y a une réserve de déchets secs qui va servir donc de complément pour co-composter les biodéchets. Et on a un bac de maturation, donc fonctionnement assez connu d'un site de compostage partagé. Là, il y a une exploitation assurée par la collectivité ou par des référents de sites qui peuvent être des citoyens ou des professionnels un peu plus impliqués. Il faut faire en sorte que ces sites fonctionnent correctement, donc qu'il y ait un apport de broyat suffisant, qu'il y ait un brassage régulier, et il faut aussi retirer les erreurs de tri, donc les petits plastiques qu'on va pouvoir trouver dedans. Parfois, il y a un sac poubelle. Il faut des passages réguliers pour enlever ça, parce que ensuite, si on laisse ces déchets s'intégrer au compost, ça devient compliqué de les retirer. Et ensuite, on a un troisième élément qui est la collecte de proximité. Donc là, nous, sur nos territoires, c'est ce qu'on appelle les composteurs grutables qui ont été très utilisés. Donc là, ça va fonctionner comme un site de compostage. Les citoyens et les professionnels assimilés apportent leurs déchets dans le composteur. Par contre, la collectivité passe et collecte à la grue le composteur pour faire un traitement délocalisé. Donc, on alerte quand même, dans tous les cas, le dispositif, il reste sous la responsabilité de la collectivité compétente, donc le PCI qui a la compétence déchets, et donc il y a une exploitation à mettre en place. Il ne faut pas croire que on va installer un site de compostage et il va fonctionner tout seul. Il ne faut pas croire qu'un établissement sans aucune interaction avec la collectivité va, sur la durée, continuer à composter ces biodéchets. Donc, il y a toujours un suivi assuré par la collectivité. Et donc là, si on croise avec les zones qu'on a définies en amont, eh ben, on va pouvoir appliquer une solution à une zone de notre territoire. Donc, la gestion domestique, ben, on va l'appliquer sur les zones rurales. Les sites de compostage partagés, ça va être sur les zones à habitat un peu plus denses, donc centre-bourg.
Et la collecte de proximité, on va la mettre en place sur des zones très denses où il y a une quantité de biodéchets trop importante pour être gérée dans un site statique. On a dit que la collectivité restait responsable du dispositif et que dans tous les cas, il y a une exploitation à mettre en place. Donc, exemple, en zone de gestion domestique, si on veut que notre dispositif soit efficace, l'action compostage domestique, ça va être la mise à disposition de composteurs. On met à disposition un composteur, il faut former les usagers pour qu'ils sachent l'utiliser. Et ça, on voit que dès qu'il y a formation des usagers, la quantité de biodéchets détournés est beaucoup plus importante. Il faut animer ces zones, il faut communiquer pour que les usagers sachent qui, peuvent s'adresser à la collectivité pour toute question relative au compostage. Donc, ce n'est pas des zones abandonnées, c'est vraiment, on va mettre en place un dispositif d'animation, un programme bien défini, on va communiquer, on va accompagner les établissements et on va faire ça sur la durée. Donc, il n'y a pas de zone abandonnée, on va dire la zone très rurale, elle est quand même considérée par la collectivité régulièrement. On va revenir vers les habitants et les professionnels pour s'assurer que le compostage est toujours actif. Sur les sites de compostage partagés, c'est pareil, animation des sites, communication auprès des habitants pour donner les consignes, rappeler tous les gestes. Et donc, nous, sur les territoires du 0,5, il y a une exploitation assurée par les services déchets qui a été mise en place, qui est, en gros, une fois par semaine, tous les sites de compostage sont visités par les agents de la collectivité. On brasse à la fourche, on remet un peu de broyat s'il en manque, on retire les erreurs de tri, pour s'assurer que le compostage produise du compost de bonne qualité et qu'il n'y ait pas de désagréments pour les habitants. Et ça fonctionne très bien. Une fois que le suivi est mis en place, on a des sites qui sont efficaces, en fait, qui produisent du beau compost. Et ça permet aussi de garantir la participation des usagers. Dans ces deux cas, le compost produit, l'objectif, c'est qu'il soit utilisé par les producteurs, c'est-à-dire par les personnes qui ont apporté leurs biodéchets dans le site de compostage ou dans leur composteur à la maison. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui allège un peu la collectivité. On voit que de toute façon, il va falloir de temps en temps vider des sites de compostage partagés à la fourche parce que les usagers ne les ont pas vidés. Et donc, il y a une petite limite entre ça et la collecte de proximité, où à un moment, des sites qui sont très fréquentés et où on n'a pas le temps de faire du compost, on va les basculer en composteur grutable. Des sites où les usagers ne viennent pas prendre le compost mûr, on ne va pas les vider indéfiniment à la pelle. On va peut-être aussi les basculer en composteur grutable. Donc, il y a en fait une évolution du dispositif sur le temps en fonction des retours en fait, de terrain de l'exploitation. On va dire, ce site-là, il faut le passer en composteur grutable. Cette zone un peu plus rurale, on voit qu'on pourrait y mettre un site de compostage partagé parce qu'on a quand même des petits habitats collectifs, ou alors on a trois gros producteurs qui voudraient composter ensemble, etc. Donc, le dispositif, il n'est pas figé, il va pouvoir évoluer. Pour illustrer ça, donc on a un petit tableau. Donc là, on parle du SMITOMGA, qui est le syndicat de traitement des ordures ménagères sur le Guillestroy-Queyras et le Pays des Écrins. Donc là, c'est un travail qui a été fait par le SMITOMGA, qui a, donc si on part de la colonne de gauche, en 2020,
la lecture géographique, le territoire était réparti en 4 zones. Donc, il y a les quartiers pavillonnaires, il y a les centres-bourgs et appartements. Donc là, on voit vite les solutions qui vont être appliquées à ces zones. Il y a des professionnels en vallée, donc qui vont être plutôt des gros producteurs à l'année. Et il y a les stations de ski. Donc là, on a 4 zones. 2020-2023, on déploie une stratégie. Donc sur les quartiers pavillonnaires, gestion domestique. Sur les centres-bourgs, on met du compostage partagé. Sur les professionnels, en zone de compostage partagé, on va dire, ou gestion domestique, on déploie le compostage en établissement. Et en station, on commence à mettre en place une collecte séparée. Donc là, on est sur la période 2020-2023. Les retours de terrain font que en 2023, on a une lecture du territoire qui s'est affinée. Et là, on a en fait des typologies de producteurs, donc des zones en fait, qui sont bien plus détaillées. Et on va pouvoir apporter des solutions qui sont plus précises en fait et qui permettent du coup au dispositif d'être plus efficace. Donc là, on voit qu'on a affiné les zones pavillonnaires. On a les petites résidences, moins de 10 foyers, où on a vu que quand même 10 foyers, c'est un potentiel de production de biodéchets important. Euh, on va les accompagner vers un site de compostage dans leur petit collectif, avec des bacs, par exemple, qu'on met à disposition en gestion domestique. Après, ils se sont aperçus qu'il y avait des résidences de tourisme qui étaient un peu excentrées par rapport aux stations. Donc, on les accompagne vers un site de compostage en établissement parce qu'on ne va pas détourner une collecte de biodéchets pour un seul établissement. Donc voilà, en fait, ça, c'est pour illustrer comment, donc je reviens à la diapo précédente, comment à partir des 3 solutions qui étaient affectées à une lecture géographique de notre territoire, au fil du déploiement et de la connaissance du terrain, on va pouvoir affiner la gestion. Donc ensuite, on va se poser des objectifs sur le dispositif qu'on a mis en place. Je vais accélérer un peu quand même pour qu'on puisse échanger en fin de diaporama. Pour info, donc la généralisation du tri à la source qui est imposée par la réglementation, elle a été définie par un décret puis par un arrêté. Donc, ça veut dire que 95% de la population est couverte par une solution de tri à la source et la quantité d'OMR, la quantité de biodéchets, d'OMR par habitant, pardon, a baissé jusqu'à une quantité qui est définie dans un arrêté. La quantité de biodéchets qui reste dans les OMR est au maximum de 39 kg par habitant et par an. Et la quantité de biodéchets détournés est supérieure ou égale à 50% des biodéchets qu'on avait dans les OMR avant la mise en place du tri. Donc ça, quand on respecte ces conditions-là, on a généralisé le tri à la source. Et donc, on va se dire, il faut qu'on ait distribué et formé un certain nombre de composteurs domestiques. Il faut que les foyers desservis par les composteurs en établissement soient notre dispositif est couvert en fait le territoire. Et donc, on va mettre aussi des actions pour que le dispositif qu'on a mis en place soit efficace. Et c'est là qu'on alerte fortement sur ce qu'on appelle la double peine. C'est la collectivité a investi dans un dispositif important pour couvrir son territoire, donc ce qui va correspondre à 95% de la population est couverte. Donc, on a installé plein de sites de compostage, on a des composteurs brutables, on a, on a des milliers de composteurs domestiques à mettre à disposition, mais on n'a pas investi dans l'humain. Et là, du coup, notre dispositif, en fait, il ne va pas être efficace parce qu'on ne va pas capter les biodéchets qu'on pourrait capter avec un tel dispositif. Donc, grosse alerte là-dessus, sur le déploiement d'une stratégie.
il y a il y a une période de plusieurs années où il va falloir vraiment renforcer les équipes pour que le dispositif soit efficace. Ce qui est un peu la même chose qui s'est produite au moment du tri des emballages, en fait, hein. On va équiper tout le territoire de containers de tri, mais si on n'a pas une sensibilisation, en fait, on a des bacs emballages qui collectent peu. Donc on a beaucoup investi, mais on n'a pas les bénéfices derrière. Donc une fois qu'on a vraiment défini nos zones et toutes les solutions qu'on a, on met en place des protocoles. Donc en gestion domestique, on va dire pour traiter une zone de gestion domestique, ça veut dire qu'on va mettre du porte-à-porte, qu'on va avoir tel type de composteur à mettre à disposition. Donc on a mis en place une convention de mise à disposition. On sait que les copropriétés, on va les approcher de telle façon. On sait qu'on va donc être présent sur les événements du territoire, sur les marchés, qu'on va être pendant une certaine période sur toutes les fêtes de village. On va organiser des ateliers. Donc ça, on a défini en fait comment on va traiter une zone de gestion domestique. Sur les gros producteurs en établissement, on va mettre en place un protocole également. Donc là, je vais faire rapidement un petit tour vers un protocole. Donc on va regarder très vite. Alors attendez, c'est par là. Hop. Est-ce qu'on voit bien un protocole de compostage en établissement à l'écran? Oui, tout à fait. Merci Margot. Donc là, c'est un exemple qui a été déployé sur la vallée de l'Ubaye-Serponçon. Donc le protocole d'intervention, l'objectif pour un établissement, c'est de l'accompagner vers l'autonomie et ensuite de s'assurer que le compostage continue sur la durée. Donc accompagnement vers l'autonomie, on a forcément un engagement de la direction de l'établissement. Ensuite, on va faire une réunion avec la direction de l'établissement pour définir exactement les modalités de tri en cuisine, à quel emplacement on va mettre le site de compostage, comment on va s'approvisionner en déchets secs, comment on va valoriser le compost. Ensuite, on va former donc tout le personnel de l'établissement. Donc, il y a un temps formel où on va expliquer comment on fait le tri, comment on gère les composteurs et comment ça va se déployer au sein de l'établissement. Ensuite, on a une permanence téléphonique entre la collectivité et l'établissement pour s'assurer que dès qu'il y a des questions, on peut réagir rapidement. Il y a des visites de suivi sur la première année qui sont obligatoires. Donc, la collectivité va dans l'établissement, on en profite pour régler quelques questions, notamment d'approvisionnement en broyat, de valorisation. Et au bout d'un cycle de compostage, on fait une réunion de clôture avec le personnel et la direction de l'établissement. Et là, on répond encore une fois à toutes les questions pour dire, là, ça y est, vous êtes devenu autonome sur la gestion de vos biodéchets. Et ensuite, on passe sur un suivi sur le long terme. Donc, l'établissement peut contacter la collectivité et la collectivité va contacter l'établissement une fois par an pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, ça, c'est un petit exemple pour... hop, je vais revenir sur le webinaire. Sylvain, pardon, je Oui, reprends juste ça. Est-ce que tu as vu les questions dans le chat? alors pas du tout, j'arrive Ok. pas à tout faire en même temps. Non, non, il n'y a pas de problème. Alors, je te les partage. C'est euh, Madame Albouk, pardon, qui demande quel est le lieu de dépôt du contenu des composteurs grutables. Est-ce une plateforme de compostage avec agrément sanitaire? Alors, on va y venir, mais oui, c'est une plateforme de compostage avec agrément sanitaire, ça c'est obligatoire. On collecte des sous-produits animaux, donc on doit avoir un agrément sanitaire. Sachant que sur nos territoires, il y a toujours en fait
un petit décalage. On se dit, bah, on va pas faire une plateforme avant de collecter des biodéchets parce qu'on ne va pas dimensionner une plateforme à 2000 tonnes si on se rend compte que nos dispositifs, ils collectent 300 tonnes. Donc il y a les études quand même qui permettent un peu de dimensionner. Mais nous, ce qu'on a vu sur les territoires, c'est qu'il y a un basculement progressif en fait. Donc au début, sur une phase expérimentale, on a quelques composteurs brutables, on va les collecter, on va les traiter sur un terrain qui appartient à la collectivité, en faisant du compostage en tas, en mettant un protocole quand même très précis et une démarche qualité. Et là, ça va permettre aussi à la collectivité de monter en compétences. Et bien sûr, ensuite, on bascule sur la mise en place de l'agrément sanitaire avec la DDETSPP. Ça, c'est la réglementation. Je ne sais pas si la question, parce il y a une réglementation autour du compostage de proximité qui autorise en fait à une tonne semaine le compostage sans agrément sanitaire, en gros, donc qui veut dire 52 tonnes par an. Donc ça, c'est un peu... ça, on va dire que ça va concerner un établissement qui produit des grosses quantités de biodéchets, mais qui sont inférieurs à une tonne semaine. Et là, l'établissement, réglementairement, il peut traiter lui-même ses biodéchets. Donc, ça fait des micro-plateformes inférieures à 52 tonnes par an. Mais dès qu'on a mis en place une collecte, on sort de cette réglementation. Donc, on doit avoir une plateforme avec agrément sanitaire. Ok, et une deuxième question de Denis qui est globalement, quelle a été l'adhésion des habitants et des professionnels? Avez-vous vu une différence notable en fonction des typologies de territoire qui permettrait d'anticiper un accompagnement plus efficace? Mais, et j'en profite, Sylvain, pour te dire qu'il reste 7 minutes. Donc, Ouais, si tu arrives à donc, cette notion après. bah alors pour répondre à la question, on va dérouler un peu le diaporama. Donc, pareil, on met en place des protocoles autour de la collecte. On met des protocoles en place autour du traitement. Et il faut que la collectivité mette en place une démarche qualité, donc exigeante, pour obtenir, encore une fois, du compost de qualité. Ça, on voit que ça permet de mettre en place une relation de confiance avec les usagers et que même au niveau des agents, qui sont souvent plutôt habitués à collecter des OM et qui peuvent avoir un regard de dire bah, vos composteurs, en fait, c'est anecdotique par rapport aux quantités d'OM qu'on collecte en exploitation. Et ben en fait, s'il y a une démarche qualité exigeante, on voit aussi que les agents ils s'impliquent beaucoup plus facilement parce que bah, on produit plus du déchet, on produit du beau compost. Donc, bah, je vais accélérer un peu, mais ensuite, en fait, on va définir un dispositif matériel. Donc, on sait que pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, bah, il faut acheter et distribuer un certain nombre de composteurs domestiques, installer un certain nombre de sites publics, donc dans les zones qu'on a définies, des points de collecte indrutables et parfois aussi exclure certains très gros producteurs. Donc là, on a un petit exemple qui a été mis en place sur le champ de Sort. Donc là, on est arrivé à un dispositif matériel pour la pré-collecte. On n'oublie pas de doter les équipes techniques du matériel adapté pour le suivi des sites, notamment un véhicule dédié, sachant que ça, c'est le suivi des sites, c'est la démarche qualité. Donc vraiment, il faut que les agents soient valorisés et équipés correctement. Sur la partie collecte, on va essayer quand même de mutualiser avec les équipements dont dispose la collectivité, notamment les camions, hein. Et pour le traitement, donc ça revient à la question de tout à l'heure, il faut un agrément sanitaire, donc c'est un projet spécifique, il faut du foncier, il faut aussi du matériel qui sera
évalués et traités au moment de la mise en place de la plateforme. Les moyens humains, donc moyens renforcés en phase de déploiement. Il y a beaucoup d'animations. Donc là, on vient à la question de tout à l'heure. Donc, c'est quand même spécifique à chaque territoire, mais de toute façon, on ne distribue pas un composteur sans former les usagers. On sait que quand on met en place le tri des biodéchets, il y a aussi un impact sur les autres flux. Donc, on va former les usagers au compostage. On va aussi leur rappeler le tri des emballages. On va leur rappeler l'usage des déchetteries. On va les former en fait à la gestion des déchets sur le territoire. Sur un territoire de 8000 habitants, quand on a distribué 1200 composteurs et donc formé 1200 foyers, on sait que là, on a répandu une connaissance importante sur le territoire et ça a une influence sur tous les flux. Ensuite, on va essayer d'impliquer aussi tous les acteurs du territoire. Donc là, petite photo, on a l'exemple sur une station de ski d'un pot d'accueil sur une résidence de tourisme où en fait, la structure elle-même présente le bioseau, dit dans votre appart, vous avez ça, vous triez comme ça, vous emmenez au composteur qui est là. Donc là, en fait, on a des relais de terrain qui animent vraiment le territoire. Et la photo de droite, c'est une formation d'agents techniques des communes qui parfois vont avoir un lien avec le service déchets pour dire attention, là, le composteur, il faut venir faire un tour, etc. Et donc, j'accélère encore un peu. Avec le service déchets, il y a une synergie quand on met en place le tri à la source des déchets alimentaires. Donc, avec notamment l'optimisation de la collecte pour les territoires qui sont en point d'apport volontaire. Ça ne sert à rien de déployer un dispositif de tri des déchets alimentaires sur un dispositif de PAV qui n'est pas stable, en fait. On ne va pas mettre en place des composteurs brutables, sachant que le PAV, l'année prochaine, il va encore se déplacer. Donc là, on essaye de travailler en cohérence et on sait que s'il y a un bac de collecte d'ordures ménagères seul sur le trajet entre le producteur et le composteur, et le producteur, il s'arrête au bac d'ordures ménagères et il jette tous ses déchets. Comme pour le verre, comme pour les emballages, les points déchets isolés qui ne proposent pas tous les flux doivent être retirés si on veut que le dispositif soit efficace. Ensuite, on peut travailler sur le règlement du service déchets. Donc, on peut introduire une obligation de tri dans le règlement et donc, du coup, on a le pouvoir de police du maire transféré aux EPCI qui permet de faire appliquer le règlement. Donc là, c'est pour augmenter la participation. Et après, donc, on a le sujet de travailler sur la tarification. Donc, la redevance spéciale, ça fonctionne très bien pour que les professionnels se mettent à trier les biodéchets. Et la tarification incitative, ça fonctionne très bien pour tous les flux. Donc, le système, ça veut dire que les usagers vont payer les ordures ménagères en fonction de la quantité qu'ils produisent. Et donc, mathématiquement, ils vont réfléchir, ils vont se mettre à trier les emballages, les biodéchets et à produire très peu d'ordures ménagères. Pour faire passer un peu ces optimisations, on le présente comme une augmentation du service aux usagers. Les usagers, maintenant, quand ils se rendent sur un point déchet, ils ont le verre, les emballages, le compost et les ordures ménagères. Donc, on leur met à disposition un service qui est meilleur que quand ils avaient un bac OM au pied de chez eux, en fait. Parce qu'ils doivent faire le tri, donc ils ont accès à un dispositif qui leur permet de faire le tri. Et donc, pour augmenter la participation, on a vu que sur les territoires des Hautes-Alpes, le discours de la communication qui est faite autour de la maîtrise des coûts, autour de protéger l'environnement,
en gros, elle a touché son public et elle a atteint ses limites. Et pour augmenter la participation, bah, soit on a la contrainte, donc on met en place le pouvoir de police, le règlement de collecte, on met en place une tarification qui permet d'augmenter les gestes de tri. Ou alors, donc la petite nouveauté du moment sur le territoire, c'est de montrer que en fait, le monde agricole a besoin de matière et donc que les déchets, en fait, ils rentrent dans une circularité sur le territoire. Et en fait, finalement, c'est presque le monde agricole qui va porter la parole de on a besoin de vos déchets alimentaires, donc faites le tri. Donc ça, on pense que c'est un discours qui peut aussi toucher un autre type de public. On- J'en ai terminé, j'ai un peu accéléré sur la fin, j'espère que Non, il y c'est a pas pas trop de- pénible pour tout le monde. Et du coup, là, je, je peux essayer de répondre aux questions. Oui, bah merci beaucoup Sylvain. Effectivement, il est 12h32. On est à 2 petites minutes de retard, mais je vois que tout le monde est encore connecté. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au cas où, je vous le répète, on vous enverra la présentation et le lien vers le replay. A priori, c'était très clair. Pas de questions pour l'instant. Sinon, n'hésitez pas à lever la main ou juste à prendre la parole. Oui, alors du coup, il y a une question autour de l'adhésion des habitants et professionnels. Oui. Euh, donc là, l'adhésion, elle dépend vraiment des moyens qu'on met en animation. Et nous, on a certains territoires où l'adhésion des professionnels, elle est très décevante. C'est-à-dire que on les approche, on leur propose un protocole d'accompagnement pour le tri des biodéchets, donc du compostage en établissement. Et en fait, les établissements refusent de changer leur pratique. Et là, le discours de l'obligation réglementaire, nous, on a même eu des établissements qui nous disaient, bah, on a juste l'obligation de ne pas se faire prendre. Et en fait, on se retrouve un peu démunis parce que les collectivités, quand même, n'ont pas envie de faire appliquer, de mettre des pénalités à leurs établissements parce que c'est pas très porteur politiquement. Et du coup, on atteint sur certains territoires des limites face à des établissements réticents. Et du coup, la stratégie, là, ça va être vraiment de démarrer avec les plus motivés, de mettre en place des opérations un peu pilotes avec une dizaine d'établissements qui sont motivés, intéressés, et de se servir de l'exemple de ceux-là pour aller vers les autres. On voit que l'exemple local, il est vraiment efficace, en fait, de dire bah, sur la commune d'à côté, là, vous avez tel restaurateur, ils se connaissent, hein, bah, lui, il fait le tri, quoi. Et après, on peut aussi mettre en place des tables rondes entre pairs. Donc, on va réunir, on va faire des animations avec tous les centres de vacances pour montrer ce qui se pratique, se donner des petits conseils. Donc ça, c'est des animations qui peuvent être efficaces. Parfait. Bah, merci beaucoup, Sylvain. Je vois pas d'autres questions. Donc, bah, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta présentation. Et à nouveau, on vous envoie tous les supports d'ici la fin de la semaine. Très bonne journée à tous. Merci à tous.